Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le développement limité à l'ordre 1 pour une fonction à deux variables et également à la notion de plan tangent, toujours sur les fonctions à deux variables. Et on va tout de suite commencer par le théorème central de cette vidéo, ce fameux théorème de développement limité à l'ordre 1. Allons-y. Voici le contexte. Tout d'abord, grand oméga désigne un ouvert de R2. F désigne une fonction de classe C1 définie sur grand oméga, donc à valeur réelle, et x0 désigne un point de grand oméga. Une première remarque qu'on peut faire, c'est que par définition d'un ouvert, ce point x0 de grand oméga, on peut lui trouver une boule autour de lui qui est entièrement incluse dans grand oméga. Du coup, si maintenant on rajoute à ce x0 un vecteur h, eh bien si ce vecteur est suffisamment petit, eh bien le point d'arrivée ici x0 plus h va rester dans la boule et donc à plus forte raison sera également inclus dans grand oméga. F sera défini en ce point x0 plus h. Ça va nous permettre donc d'écrire ce fameux développement limité à l'ordre 1. Voilà ce que ça donne. F de x0 plus cette petite perturbation h, c'est égal lorsque h tend vers 0, alors 0 ici c'est le 0 de R2 bien sûr, h est une variable vectorielle, donc c'est égal à partie constante f de x0, la valeur de la fonction en x0, plus partie linéaire, le gradient de f en x0, scalaire h. Alors ici, quand je dis scalaire h, je suis en train de parler du produit scalaire usuel dans R2, plus ensuite partie négligeable, petit o de la norme de h. Ici, lorsque je parle de la norme de h, je suis en train de parler de la norme euclidienne usuelle, la norme associée à ce produit scalaire usuel. Alors, là, il faut tout de suite préciser ce qu'on appelle ce petit o de norme de h. En fait, par définition, c'est tout simplement norme de h fois petit o de 1, où petit o de 1, c'est une quantité qui tend vers 0, mais quand je dis une quantité qui tend vers 0, c'est une fonction de deux variables qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Ce qui donne du sens au h tend vers 0 qu'on a écrit sous le égal précédemment, donc dans l'égalité. Alors, cette formule qu'on a sous les yeux, elle est quand même miraculeusement simple et elle ressemble énormément, bien sûr, au développement limité qu'on connaît sur les fonctions à une variable. Et ça vaut le coup justement de regarder toutes les différences qu'il y a. Rappelez-vous, pour une fonction à une variable, le développement limité à l'ordre 1 est donné que f de x0 plus petit h, il était égal, lorsque h tend vers 0, à d'abord la valeur de f en x0, plus ensuite la partie linéaire, c'était f' de x0 fois h, plus enfin petit o de h qui était défini comme étant h fois petit o de 1. Alors justement, au passage, à ce moment-là, on peut tout de suite voir que h fois petit o de 1, on peut d'ores et déjà l'écrire comme valeur absolue de h fois petit o de 1. En fait, c'est exactement la même chose, puisque la différence qu'il y a entre h d'une part et valeur absolue de h d'autre part, c'est un facteur plus ou moins 1, qui peut varier d'ailleurs, et un facteur plus ou moins 1 ne va rien changer au fait qu'un petit o de 1, qu'une quantité qui tend vers 0, tende vers 0. Donc en fait, cette écriture est tout à fait équivalente, et mieux vaut l'écrire comme ça ici pour voir qu'elle ressemble à celle qu'on a écrite pour le petit o qu'on a dans le développement limité pour les fonctions à deux variables. Eh bien, justement, ça vaut le coup de regarder toutes les différences qu'il y a entre ces deux théorèmes. Première différence, évidemment, la variable dans le premier, c'est une variable réelle, alors que dans le deuxième, c'est une variable vectorielle. Okay. Deuxième différence, la quantité qui pilote la partie linéaire dans la première formule, c'est f' de x0, et donc dans la deuxième, c'est le gradient de f en x0, ce qui nous conforte dans le fait que vraiment le gradient est le prolongement et l'analogue de la dérivée pour les fonctions à deux variables. Ensuite, troisième différence, le produit qu'il y a entre f' de x0 et h se transforme en un produit scalaire entre les deux vecteurs, le gradient de f en x0 et le vecteur h. Et puis enfin, le petit o de 1, mais ça on l'a déjà vu, ça c'est une fonction réelle, enfin à paramètre réel qui tend vers 0, alors que dans le deuxième cas, c'est une fonction à deux variables qui tend vers 0. Mais vous voyez maintenant, quand on a ça sous les yeux, on s'aperçoit que ce théorème de développement limité à l'ordre 1 pour les fonctions à deux variables ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau au développement limité qu'on avait sur les fonctions à une variable. Alors, en ce qui concerne la démonstration de ce théorème, on ne va pas s'y intéresser tout de suite, on verra ça en fin de vidéo. Ce qu'on va regarder tout de suite, c'est plutôt les remarques qu'on peut faire autour de cette formule et les conséquences qui, comme vous allez le voir, sont nombreuses. La première remarque qu'on va faire, c'est la façon d'écrire ce DL à l'ordre 1 en physique, parce que les physiciens ne l'écrivent pas tout à fait comme nous. Regardez, premièrement, nous, la situation est la suivante. On avait un point de départ qu'on avait appelé grand x0, qu'on perturbait par un petit vecteur grand H, pour obtenir donc un point qui était dans le voisinage de x0, qui était donc x0 plus h. Pour le physicien, en fait, cette situation, elle est exprimable très simplement par un petit déplacement infinitésimal qu'il va appeler dr. Le point de départ de ce déplacement infinitésimal grand x0 est implicite.
Deuxièmement, dans la façon de l'écrire, les physiciens auront tendance à prendre le terme constant f de x0 ici et à le faire passer de l'autre côté du égal pour obtenir une différence de deux valeurs de f. F de x0 plus h moins f de x0 est égal donc au reste de la formule, le gradient scalaire h plus le petit o. Et là maintenant, regardez, dans la partie de gauche ici, puisqu'on est en train de regarder la différence entre la valeur de f au point d'arrivée et au point de départ, cette quantité, les physiciens vont l'appeler df. Maintenant, à droite, le gradient de f en x0, ils vont plutôt l'écrire grade de f, avec encore une fois un implicite sur le point x0 où on fait ce travail. Scalaire, donc scalaire dr, comme on avait dit, puisque le petit vecteur h est appelé dr. Quant à la partie petit o de norme de h, eh bien en fait tout simplement ils ne vont pas l'écrire parce que eux ce qu'ils écrivent c'est une relation à l'ordre 1 et donc quand on écrit les choses à l'ordre 1, eh bien les termes qui sont négligeables par rapport à l'ordre 1, on ne les écrit pas. Donc vous voyez finalement la formulation finale, ça va donner quelque chose de très très simple, df est égal à grade de f scalaire dr. La deuxième remarque qu'on peut faire très importante, c'est que cette formule du développement limité va nous permettre d'expliquer quelque chose qu'on avait pressenti dans une vidéo précédente en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler la variation locale de f au voisinage de x0. En fait, cette variation locale ici, elle nous est donnée par ce terme prépondérant dans la formule, le gradient de f en x0 scalaire h. Donc il s'agit ici d'analyser cette quantité pour voir quand est-ce qu'elle est positive, négative, quand est-ce qu'elle est maximale, minimale et quand est-ce qu'elle est nulle. La première remarque qu'on peut faire sur cette quantité, c'est que c'est un produit scalaire et donc on peut la borner par l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz nous dit qu'en valeur absolue, elle est plus petite que le produit des normes, la norme du gradient fois la norme de h. Ça c'est bien parce que ça nous permet immédiatement d'encadrer cette quantité par deux quantités, une maximale, le produit des normes, et l'autre minimale, l'opposé de ce produit des normes. Alors maintenant, quand est-ce que ces deux valeurs sont atteintes? Là, en fait, il faut faire un dessin. Imaginons qu'on représente sur un dessin, d'une part, le gradient de f, d'autre part, son opposé, et puis on va également tracer la droite orthogonale à ces deux vecteurs pour séparer le plan en deux demi-plans qu'on va appeler D1 et D2. Ce fameux produit scalaire, donc, qu'on est en train de regarder, eh bien, d'une part, il est maximal lorsque h est collinéaire au gradient de f en x0 et de même sens. Pourquoi? Eh bien parce que ce cas est précisément le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz qui est donné dans le théorème qui concernait l'inégalité de Cauchy-Schwarz. C'est le cas où le produit scalaire est carrément égal au produit des normes. Donc vous voyez qu'on retrouve que la variation locale de f est maximale quand on va exactement dans la direction du gradient, comme on peut le représenter ici sur le dessin. Donc le gradient nous donne bien la direction d'augmentation maximale de la fonction. Autour de cette direction privilégiée, ce produit scalaire il va être positif quand h appartient au demi-plan D1. Ça nous permet de compléter le dessin. Maintenant, à l'opposé, ce produit scalaire il est minimal pour h collinéaire au gradient, mais de sens contraire. Il s'agit là également du cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, mais qui nous donne quand est-ce que le produit scalaire est égal à l'opposé du produit des normes. Et le produit scalaire va être négatif pour h qui appartient au demi-plan D2, ce qui nous permet de compléter le dessin. Enfin, ce produit scalaire va être nul pour h orthogonal au gradient, par définition de l'orthogonalité, ce qui nous permet donc de compléter notre dessin et de voir que quand on se déplace selon cette droite orthogonale au gradient, eh bien, donc, cette variation locale est nulle, ce qui signifie donc que, en d'autres termes, à l'ordre 1, f ne varie pas. Alors ça nous permet de faire le lien avec ce qu'on avait dit sur les lignes de niveau et le fait qu'elles étaient orthogonales au gradient, puisque quand on se déplace sur cette droite, donc f ne varie pas, ça signifie donc qu'on est en train de suivre une ligne de niveau. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est exactement le fait que, localement, une ligne de niveau est toujours orthogonale au gradient. La troisième remarque ou conséquence concernant notre théorème, c'est la notion de plan tangent, qui va en fait être un analogue de la notion de droite tangente à une courbe pour les fonctions à une variable. Rappelez-vous, pour une fonction à une variable, il y avait en fait un petit raisonnement en trois étapes très classiques qui était premièrement le développement limité à l'ordre 1 de cette fonction en un point x0, donc ça donnait ça, avec une variable h qui tend vers 0. Et puis ensuite, justement, un changement de variable, on posait une variable x qui était égale à x0 plus h, ce qui est complètement équivalent à poser h est égal à x moins x0, pour en fait se ramener à vraiment f de x, cette fois-ci pour x qui tend vers x0, et on obtenait le même développement limité, mais avec une substitution, on remplaçait tous les h par x moins x0, et ça nous donnait ça.
Cette écriture nous permettait de voir que f de x pouvait être écrit tout d'abord comme une fonction affine de x, mettons a de x, plus un terme d'erreur, petit o de x moins x0. Et enfin, troisième étape, une fois qu'on avait identifié cette fonction affine, on pouvait regarder en quelque sorte le graphe de cette fonction affine et ça nous donnait l'équation de la droite tangente au graphe de f en x0, donnée donc par cette équation, y est égal à cette expression. En fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant, pour une fonction à non pas une variable, mais deux variables, eh bien, vous allez voir qu'on va avoir exactement le même schéma, c'est-à-dire le DL1, qu'on a déjà vu, puis un changement de variable, qui ne sera pas un changement de variable sur des variables réelles, mais sur des vecteurs de R2, et enfin, alors non pas l'équation de la droite tangente, mais l'équation du plan tangent au graphe de f en notre point grand X0. Eh bien, allons-y, faisons-le. Vous allez voir, en fait, il suffit d'écrire proprement les choses et ça va tomber tout seul. Donc, première étape, on part de ce développement limité qu'on connaît bien. Ensuite, on va expliciter, ou plutôt développer ce développement limité en revenant aux coordonnées. Donc là, on va poser grand x0 qui est égal à x0, y0, et puis notre petit vecteur h, on va poser que c'est le vecteur petit h, petit k. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on développe tout avec les coordonnées? Là, ce produit scalaire qui est ici, il faut se rappeler en fait de ce qu'il signifie. Le gradient de f en grand x0, c'est les deux dérivées partielles en ce point x0, y0, et donc on fait le produit scalaire avec notre fameux vecteur hk. Donc si on fait le produit scalaire, ça donne ça fois ça, plus ça fois ça. Donc maintenant, si on réécrit le développement limité à l'ordre 1, développer, ça va donner cette chose-là, f de x0 plus h, virgule y0 plus k, c'est nos deux variables. Ça donne, lorsque le couple HK tend vers le couple 0, 0, eh bien, toute cette expression-là, plus le petit o du vecteur HK. OK. On peut alors passer à la deuxième étape, c'est-à-dire celle du changement de variable. Alors ça ne va être pas le changement d'une variable, mais plutôt de deux variables. On va poser h qui est égal à x moins x0 et k qui est égal à y moins y0. Cela dit, ce changement de variable, en fait, on peut le voir de façon vectorielle. Ça consiste à poser grand H est égal à grand X moins grand X0, où grand X, c'est notre nouvelle variable X, Y. Une fois qu'on a fait ce changement de variable, ben là, on a juste à substituer. Donc ça donne f de x, y, hein, c'est l'intérêt. Maintenant, on est vraiment en train de s'intéresser à notre fonction en ces variables naturelles. C'est égal lorsque le couple x, y tend vers, alors attention, c'est plus vers 0 cette fois-ci, c'est vers le couple x0, y0, à, eh bien, toute cette expression-là, où on a mécaniquement remplacé h par x moins x0 et k par y moins y0, plus le petit o, où là aussi, hein, attention, on fait bien la substitution mécaniquement. Alors, quand on a cette expression sous les yeux, on peut trouver qu'il s'agit d'une équation, d'une expression extrêmement compliquée. Mais en fait, pas du tout, puisque dites-vous bien que toutes les quantités qui ne sont pas écrites en rouge, mais en noir, sont des constantes, ce sont juste des nombres. Regardez, si jamais on l'écrit sur un exemple d'une fonction qui n'a pas vraiment d'intérêt, ça pourrait donner la chose suivante. F de xy est égal à, lorsque xy tend vers, mettons, 1, 2, hein, si on fait un développement limité au point 1, 2, eh bien, à, je ne sais pas, 3 plus 5 fois x moins 1, plus 7 fois y moins 2, plus le petit o. Vous voyez que sous cette forme-là, on voit vraiment apparaître une décomposition de f de xy comme étant d'une part une fonction affine, qu'on peut appeler grand A de xy. Et oui, vous voyez là, il y a une partie qui est linéaire, 5x plus 7y, plus des constantes, donc une fonction qui est du type constante plus linéaire, bah oui, ça s'appelle une fonction affine, plus eh bien, la partie qui est négligeable à l'ordre 1. Cette fonction affine grand A, son graphe, le graphe de cette fonction affine, c'est ça qu'on appelle le plan tangent au graphe de f en 1, 2. Et en fait, c'est bel et bien un plan. Regardez, pour s'en rendre compte, il suffit d'écrire les choses. Si jamais on s'intéresse à un point de R3, mettons x, y, z, et qu'on se pose la question de à quelles conditions ce point appartient au graphe de cette fonction affine grand A. Ce graphe, on va l'appeler, mettons, gamma de A. Eh bien, par définition, il appartient à ce graphe si et seulement si sa cote, z, est égale à A de xy. Maintenant, écrivons ce que ça signifie. Ça signifie donc que z est égal à toute cette expression-là. Et là, vous voyez que là-dedans, si on fait passer le 5x et le 7y de l'autre côté, on va obtenir cette chose-là. Regardez bien dans les yeux cette égalité. C'est très exactement l'équation d'un plan. C'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne d'un plan. Voyons maintenant si vous avez compris tout ça. Voici un exercice d'application directe de ce qu'on vient de faire. Mettez pause dans la vidéo, faites-le et on corrige juste après.
Allons-y pour la correction. Alors tout d'abord, question 1, on va commencer par poser les choses en disant que f est de classe C1, et oui, par somme et produit de classe C1, sur l'ouvert R2. Ça permet de dire qu'on est dans les conditions de validité de tous les théorèmes qu'on a vus jusqu'à présent. De là, on va calculer le gradient, ça va donner cette chose-là, et surtout, nous on veut le gradient en notre point 1, 1,5, et ça donne ce résultat-là. On peut alors appliquer notre théorème sur le développement limité à l'ordre 1, ça nous donne ça. Et là, là, il y a des petits calculs à réaliser. Alors f de x0, on l'a fait, ça donne 27 16e. Le gradient, on venait de le calculer, ça donne ça. Donc du coup, si maintenant on réécrit avec les coordonnées ce développement limité à l'ordre 1, ça va donner que f de 1 plus h, virgule 1,5 plus k est égal, lorsque le couple hk tend vers 0, 0, à, eh bien, tout ça. Et voilà, c'est ça le développement limité à l'ordre 1, de manière explicite. La première question est terminée. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, en fait, tout le travail de fond a été fait, il faut juste qu'on fasse notre petit changement de variable proprement. Donc ça donne la chose suivante, on pose x et y comme il faut, et on va faire une substitution en remplaçant tous les h par x-1 et tous les y tous les k par y moins 1,5. Donc ça nous donne quand x, y tend vers le couple 1, 1,5, f de x, y est égal à tout ça. On a juste là-dedans à identifier cette fonction affine qu'on va appeler a de x, y. Pour terminer la question, c'est cette fonction affine qui est recherchée par la question. A noter que dans ce développement limité à l'ordre 1 écrit de cette manière-là, en fait, le comportement local en notre point 1, 1,5 de la fonction f est tout à fait transparent. Vous avez d'une part 27 16e qui est la valeur de f en ce point-là. Vous avez le moins 1,5 qui est la vitesse de variation selon x en ce point-là, c'est-à-dire d rond f sur d rond x en notre point 1, 1,5. Et enfin, vous avez le moins 1 quart qui est la vitesse de variation selon y de f, c'est-à-dire d rond f sur d rond y en notre point. Enfin, passons maintenant à la question 3. C'est vraiment pas compliqué. En fait, l'équation du plan tangent, c'est par définition l'équation z est égale à a de xy, dont l'expression est donnée juste au-dessus. Et quand on fait passer les x et les y du côté gauche de l'égalité, on obtient 1,5 de x plus 1 quart de y plus z est égal à 37 16e. Voilà, c'est l'équation cartésienne du plan qui est recherché. Ça vaut sans doute le coup de regarder un peu des images 3D sur cet exemple particulier de fonction f et de son plan tangent. Donc tout d'abord, il y a le point x0 qui est le point 1, 1,5. On peut le représenter ici sur son espace de départ R2. Et maintenant, le graphe de la fonction f, en fait, il ressemble à ça. C'est un paraboloïde. Alors un paraboloïde renversé à cause des signes moins. Donc bon, voilà, faites-moi confiance, c'est ça son allure. La valeur de f en notre point grand x0, souvenez-vous, c'était 27 16e et on peut représenter du coup dans R3 le point de coordonnées 1, 1,5, 27 16e, il est ici. À partir de là, on peut représenter donc ce fameux plan tangent dont on vient de calculer l'équation et ça donne ça. Et vous voyez que c'est un plan qui effleure en quelque sorte la surface qui définit le graphe de f, et on voit bien que localement, en notre point grand x0, il constitue, la fonction affine qui le dirige, constitue une excellente approximation, à l'ordre 1, de la fonction f. Alors, on peut voir que sur cet exemple particulier, le graphe de la fonction f est situé au-dessous de son plan tangent, mais ce n'est pas du tout le cas général. On peut parfaitement imaginer une fonction qui localement serait située au-dessus de son plan tangent. Et puis enfin, on peut très bien également imaginer une fonction dont le graphe serait situé ni au-dessus ni au-dessous du plan tangent. Regardez, là ça va être le cas par exemple sur cet exemple-là. On va terminer cette vidéo avec une remarque qui concerne un cas qu'on a déjà pas mal étudié, c'est le cas d'un point x0 qui est un point d'extrémum local. Que se passe-t-il au niveau du plan tangent? En fait, on sait, on l'a vu par théorème, qu'en un tel point, le gradient s'annule. Donc si jamais on regarde la fonction affine qui dirige le plan tangent, ça va nous donner d'abord f de x0, qui est juste un nombre, plus 0 fois x moins x0, plus 0 fois y moins y0. Donc a de xy est égal à une constante. Par conséquent, si jamais on regarde maintenant l'équation du plan tangent, ça nous donne z égale une constante. Et ça, bien évidemment, c'est l'équation d'un plan horizontal. Donc ce qu'on vient de démontrer ici, c'est qu'en un point d'extrémum local, le plan tangent est toujours un plan horizontal.
Ce qui est logique, regardez, on l'avait déjà pressenti dans une précédente vidéo, dans le cas par exemple d'un maximum local, eh bien, on obtient une figure de ce type-là avec un plan tangent horizontal et le graphe de la fonction qui est situé au-dessous de ce plan horizontal. Bien évidemment, en fait, ce théorème il nous fait penser au cas des fonctions à une variable pour lesquelles, en un point d'extrémum local, on avait une droite tangente horizontale. Chose promise, chose due, on va en fin de vidéo s'intéresser à la démonstration, ou plutôt à l'idée de la démonstration de ce fameux théorème sur le développement limité à l'ordre 1 qui nous a fait toute la vidéo. Regardez bien, l'idée de la démonstration, on va la voir sur un schéma. On représente là notre point x0 et notre déplacement infinitésimal qui nous fait aller de x0 à x0 plus h, qui est de coordonnées donc x0 plus petit h sur les abscisses et d'ordonnées y0 plus petit k sur les ordonnées. Il va falloir dans la démonstration faire apparaître le gradient, donc se ramener aux fonctions partielles, celles pour lesquelles on ne fait varier que x ou que y. Donc l'idée centrale de la démonstration, c'est de voir ce déplacement infinitésimal comme la somme de deux déplacements, un déplacement purement horizontal d'une part, puis un déplacement purement vertical d'autre part. Du coup, on va introduire dans la démonstration un point intermédiaire qu'on va appeler x1, et qui est donc de coordonnées, son abscisse c'est x0 plus h, puisqu'on s'est déplacé vers la droite de petit h, et son ordonnée en revanche c'est y0 tout court. De là, on s'intéresse donc à la différence f de x0 plus h moins f de x0, donc la différence de f entre les deux points. Et cette différence, on va l'écrire comme la somme de deux différences, f de x0 plus h moins f de x1, plus f de x1 moins f de x0. Vous voyez que cette égalité, elle est bien vraie, puisqu'on a fait moins f de x1 plus f de x1, mais ça nous permet artificiellement de la voir comme vraiment la somme de deux choses. La première, regardez à droite, on va l'appeler delta 1, et c'est la variation de la fonction sur le premier mouvement qu'on faisait horizontalement, là le mouvement qu'on avait mis en orange. Et la deuxième, on va l'appeler delta 2, c'est la variation de la fonction sur le déplacement purement vertical. Alors maintenant, regardez, on va écrire ces deux quantités et vous allez voir que la démonstration va porter sur trois approximations. La première approximation, c'est que delta 1, si on l'écrit avec les coordonnées, ça nous donne donc f de x0 plus h virgule y0, ça c'est f de grand x0 plus h, pardon, c'est f de x1, moins f de grand x0. Et regardez bien ces deux quantités, on s'aperçoit qu'au niveau de l'ordonnée, c'est le même, c'est y0, puisque, comme on l'a dit, on s'est déplacé horizontalement. Donc la seule chose qui varie ici, c'est la première coordonnée, x0 plus h à gauche et x0 à droite. Donc on va pouvoir faire un développement limité sur la fonction partielle à y0 fixée. Ce qui fait que cette quantité, elle est à peu près égale à d rond f sur d rond x en x0, y0 fois h. Donc ça, c'est un développement limité en x0 de la fonction partielle où on ne fait varier que x, c'est pour ça qu'on a mis un point, donc point, virgule, y0, puisque l'ordonnée est totalement fixée dans ce raisonnement qui concerne donc une fonction à une seule variable. Maintenant, en ce qui concerne delta 2, regardez, il va se passer un peu la même chose. Donc si on l'écrit avec des coordonnées, on voit cette fois-ci que c'est l'abscisse qui ne bouge pas, puisque à gauche comme à droite, on a x0 plus h. La seule variation, elle se fait sur l'ordonnée. On a y0 plus k à gauche et y0 tout court à droite. Donc de nouveau, on va pouvoir faire un développement limité sur la fonction partielle où cette fois-ci c'est x qui est fixé et il est fixé à x0 plus h, y0. Donc ça donne d rond f sur d rond y en x0 plus h, c'est celui qui est fixé, virgule y0 fois k. Ici, il faut bien comprendre qu'on a fait un développement limité à l'ordre 1 en y0 de la fonction partielle fixée en x0 plus h, virgule point, pour dire que c'est y qui variait dans ce raisonnement qui concernait encore une fois une fonction à une seule variable. Alors, regardez bien maintenant. En fait, on n'est pas loin du bon résultat. Puisque si on fait la somme là, de ces deux différences, delta 1 plus delta 2, c'est à peu près égal à cette quantité-là ici. Et vous voyez que c'est quasiment ce qu'on veut. C'est quasiment le gradient de f scalaire grand H. C'est juste cette quantité, regardez, encadrée en noir, qui n'est pas tout à fait celle qu'on voudrait. Là, il faudrait juste qu'on ait non pas x0 plus h, mais juste un x0.
C'est pour ça que pour que la démonstration fonctionne, en fait, il nous faut une troisième approximation qui va être la suivante, qui va être de dire que d rond f sur d rond y de x0 plus h virgule y0, eh ben, c'est à peu près égal à d rond f sur d rond y de x0 virgule y0. Quel est l'argument là? Ben là, l'argument, c'est l'argument de continuité. C'est la continuité de d rond f sur d rond y qui nous permet d'écrire cette approximation. Or, ben en fait, c'est bon. Cette fonction, elle est bien continue puisque justement, on a supposé que non seulement f admettait des dérivées partielles, mais que c'était une fonction de classe C1. Donc ces deux dérivées partielles d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y sont toutes les deux des fonctions continues. Donc c'est là, si vous voulez, qu'on comprend qu'on aura besoin du caractère C1 de la fonction f pour que la démonstration fonctionne. Alors maintenant, vous voyez que dans tout ce qu'on a écrit, on n'a pas du tout fait une démonstration rigoureuse puisqu'on a écrit des approximations non contrôlées avec des à peu près égales. Si jamais on veut faire la démonstration rigoureuse, eh bien, il va falloir gérer d'une manière ou d'une autre ces trois approximations, pas forcément en les présentant exactement comme ça, mais en tout cas, on devra moralement gérer ces trois approximations. Cette démonstration, quelle que soit la manière dont on la mène, elle est un peu délicate, un peu technique, donc on ne va pas la faire dans cette vidéo, on va l'admettre. Mais l'idée, vous l'avez.